important de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cet épisode, on va faire une synthèse complète de tout ce qu'il y a à savoir pour l'examen d'admission en Polytech ou tout simplement si tu veux agrandir tes connaissances en analyse. Donc, on va passer par le calcul différentiel, donc les dérivés, tout ça, le calcul intégral et l'étude des fonctions. Donc, la première notion à connaître, c'est la notion de la dérivée. Dans la dérivée, c'est tout simplement la mesure de l'accroissement d'une fonction sur un intervalle. Donc, si je veux connaître c'est quoi la dérivée d'une fonction f en un point A, je vais faire la différence entre le point la fonction au point A augmentée d'un pas h moins f de a divisé par le pas que j'ai choisi, et je vais faire tendre ce pas h vers 0. Donc, je vais faire tendre le pas le plus petit possible, donc le h qui tend vers 0, pour calculer la dérivée à ce point f' de a. Donc, ça, c'est la définition fondamentale de la dérivée avec les notions de limite. C'est vrai que oui, plus tard, on va pas s'amuser à faire des calculs de limite à chaque fois, mais souvent, il y a des calculs où on est obligé de revenir à ça pour donner un sens à notre calcul. J'ai pris un exemple d'application ici, donc garde en tête qu'à la fin de la vidéo, tu auras accès à ce document, mais quand même, je te conseille de prendre un peu de notes avec un papier et un stylo pour avoir tes propres notes personnelles de ce que tu trouves important pour toi, ou alors de ce que moi je trouve important, et tu sais de faire le lien entre ce que je pense être important, ce que tu penses être important et que tu penses devoir mémoriser. Tu notes tout ça sur un bout de papier, ça va être super important pour toi, pour t'entraîner à mémoriser et à prendre conscience des formules. Donc la deuxième notion qu'on peut appliquer, c'est dérivée d'une constante, elle est nulle. Ok, ça c'est trivial. Ça c'est la notation mathématique qui nous permet de faire des petites manipulations algébriques. C'est important de noter quand je dis des f, des x. En réalité, je ne fais pas une vraie division. C'est une notation algébrique, mais plus tard, ça me permet de faire des petites manipulations, des petites astuces, un truc comme ça, mais c'est pas vraiment une dérivée de df par rapport à dx. C'est pas une vraie dérivée. Pas une vraie division. Parce que des fois, on dit dx tend vers 0, diviser un nombre par 0, ça pose des problèmes. Donc, à toi de voir comment tu entends ça. Donc, ok, on sait calculer une dérivée avec la définition de la limite, et plus tard on aura des astuces de dérivée. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une dérivée? Une dérivée, ça nous permet la plupart du temps de rechercher des extrémums. J'ai pas dit des maximums, mais des extrémums. Un extrémum, c'est tout simplement un minimum ou un maximum local. Donc, si tu as une fonction, je reprends ça bêtement, disons que j'ai une fonction qui fait un truc comme ça. Tu sais que si tu calcules la dérivée à ce point, donc ça c'est effacé, dérivée à ce point ou à ce point ici, tu sais qu'ils vont être nuls parce qu'ici tu as un truc qui est constant. Là c'est constant et là c'est également constant. Donc tu sais que ta fonction va être constante à ce point-là. Mais tu ne peux pas dire si c'est encore un minimum ou maximum parce que dans le cas du minimum ou dans le cas du maximum, la dérivée est nulle. Donc dérivée nulle, tu as des extrémums, donc tu as ce qu'on appelle des valeurs critiques. Ensuite, tu vas utiliser le test de la dérivée seconde pour savoir si c'est un point maximum ou si c'est un point minimum. Donc, généralement, si f' est supérieur, la dérivée seconde, donc tu dérives encore une fois, est supérieure à 0, alors la courbe présente un minimum local. C'est facile à comprendre parce que quand tu as un minimum comme ça, tu as d'abord la pente qui est négative, ensuite qui est 0, ensuite qui est positif. Ça veut dire qu'en fait, d'un point de vue plus global, tu as ta fonction qui a augmenté, donc tu as ta dérivée seconde qui a augmenté. Donc tu as un truc qui augmente encore beaucoup plus vite. C'est ça qu'on appelle un minimum. Si c'est un maximum, tu auras l'inverse, tu auras la dérivée seconde qui va être nulle, parce que tu quittes d'un truc qui monte, un truc qui est constant, un truc qui descend. C'est un peu comme ça que tu peux faire une dérivée seconde en fait. Et si la dérivée seconde est nulle, là on parle de point d'inflexion. Donc il faut connaître que recherche des extrémums, c'est important, même pour l'étude des fonctions, ça rejoint également. La dérivée peut également servir à calculer l'équation d'une droite, parce qu'on sait que la pente d'une droite, c'est sa dérivée. Elle est encore plus importante si je veux connaître la tangente à une courbe. Donc ça, c'est l'équation qui te permet de calculer la tangente d'une courbe à un point x0. Donc tout ce que tu fais, c'est l'équation de la tangente ici. Ça, c'est l'équation de la normale à ta courbe. Dans la tangente à une courbe, tu as une courbe comme ça, hop, tu as un point ici. La tangente, c'est ça. Là, ça touche qu'un seul point. Ici, je dessine avec la souris, mais faites attention. La tangente, tu as un point
et la courbe passe uniquement par un seul point et ne touche plus la courbe. Ça c'est la tangente et ça c'est la normale. Donc ça c'est normal et ça c'est la tangente. Tangente à la courbe, normale à la courbe, ça c'est le point x0. Donc le point qui est ici c'est le point x0. Comme ça. Et ça c'est ta courbe f de x. Donc avec ça tu peux retrouver cette équation de la tangente qui est donnée par ça. Et l'équation de la normale qui est donnée par ça. Bon, tu auras accès aux formules plus tard, mais je te conseille de noter. Je vais pas te démontrer pourquoi c'est comme ça. C'est facile à comprendre si tu arrives à voir que la pente de ta courbe à ce point, en fait, donc je peux expliquer rapidement. Tu auras le fait que la pente de ta courbe à ce point va être égale à la pente de ta tangente. Donc, tu peux voir ça rapidement. Hein. Tu as ta courbe, tu as ta tangente. La pente de la courbe à ce point, c'est la même pente que la tangente à ce point. Donc, on peut réutiliser la pente de la courbe comme la pente de la tangente. Et la pente de la normale, c'est l'opposé parce que si deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc, c'est normal que la pente de la normale vaut moins 1 sur f' de x0. C'est assez simple que ça. Donc, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire résoudre des problèmes d'optimisation. L'optimisation revient à calculer le maximum ou le minimum. On a vu tout à l'heure que on peut retrouver les valeurs extrémum d'une fonction en calculant sa dérivée. Ici, quand on fait de l'optimisation, c'est de l'optimisation basique où on suppose qu'il n'existe un seul extrémum, donc il y a une seule solution optimale. Donc on est sûr que si d'office on calcule la dérivée et qu'on l'annule, on va obtenir l'extrémum. Ça c'est vraiment de l'optimisation simple. Dites-vous que même actuellement, je passe en 5e année d'études d'ingénieur physicien. Je fais encore de l'optimisation et ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est vraiment un concept super important. L'optimisation c'est vraiment un domaine qui est très vaste et qui est super important dans le domaine de l'ingénierie et plein d'autres domaines, la médecine, l'agriculture, la biologie, la chimie, la construction, etc. Donc, savoir calculer des dérivés, bah, ça sert pas que à nous torturer en secondaire. C'est très pratique, très utile. Donc, après, j'ai mis quelques exemples, dérivés de x au carré, simple, dérivé, donc, les formules de dérivation, les propriétés de dérivation, on va dire les formules ou les règles, c'est vraiment la base. Tu dois savoir que la dérivée de x c'est 1, savoir la dérivée de la somme, c'est la dérivée des sommes, la dérivée d'un produit, super important. Tu dérives un, tu gardes l'autre constant, tu dérives l'autre, tu gardes un constant. Dérivée d'un quotient, est un peu plus compliqué, tu dérives le numérateur produit du dénominateur, moins dérivée du numérateur fois dérivée du dénominateur. Bon. Divisé par le dénominateur au carré. Bon. Elle est un peu compliquée, mais souvent, c'est comment je fais pour aller un peu vite, pour tricher un tout petit peu. C'est que quand j'ai des fractions, je prends toujours la fraction, je le mets à la puissance moins 1 et j'applique la dérivation de produits. Moi, j'adore dériver des produits, j'aime pas dériver des quotients, j'aime pas trop ça. Bon, je me force toujours à passer par ça. Et même si tu as une fonction compliquée au dénominateur, tu te rappelles de la dérivation des composés dans une fonction d'une fonction. Tu dérives la fonction phi dans la fonction intérieure par rapport à x. Et ensuite, tu dérives la fonction mère par rapport à la fonction phi. Est-ce que j'ai mis un exemple? Peut-être après. Et voilà. Dérivée de x puissance n, ça tu connais. N fois x, n moins 1. Dérivée du cos, c'est moins sin. Dérivée du sin, c'est cos. Dérivée de ln, c'est 1 sur x. Si x est différent de 0. Dérivée exponentielle, c'est exponentielle. Dérivée de arc. Là, ça devient un peu chaud. Je te conseille malheureusement pour l'examen d'admission, tu dois savoir ça. Tu dois connaître la dérivée de arc sin. Tu dois savoir que c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Tu dois savoir que la dérivée de arctos, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. Je prends dans une de mes vidéos, j'ai démontré l'un des deux. Et tu vois que voilà, tu peux savoir démontrer, mais en réalité, je te conseille de mémoriser ça parce qu'à l'examen, tu n'auras pas le temps de t'amuser à redémontrer la dérivée de arcos. Et c'est pas des trucs super compliqués à mémoriser. Dès que tu mémorises 1, que le signe c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré, et tu te rappelles que voilà, cos et signe, cos il y a trop de moins dans cos, quand la dérivée de cos c'est moins signe, du coup si je connais la dérivée de arc signe, c'est que c'est 1 sur racine de 1 moins x au carré, alors cos c'est moins 1 sur racine de 1 moins x au carré. Tu vois, c'est pas compliqué, dès que tu mémorises un, tu connais l'autre. Et avec la tangente, tu dis oui, tangente est assez spéciale, bon, 1 sur
1 plus x au carré, c'est pas l'enfer, quoi. C'est pas la pire formule à mémoriser. Moi, j'ai mémorisé des pages et des pages de calcul, des pages et des pages de démonstration. Je ne pense pas que mémoriser juste cette formule, c'est un cauchemar, quoi. Tu sais mémoriser un numéro de téléphone à 6 chiffres, peut-être 7 chiffres, c'est pas mémoriser une équation à 4 chiffres qui va te dépasser. Soyons honnêtes. Un numéro de GSM, c'est, je sais pas, 6 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres. Un numéro de compte bancaire, c'est pas combien de chiffres, c'est 8 chiffres. Un mot de passe de nos jours, c'est combien de pages? C'est genre 10 caractères. C'est barre une formule avec 4 caractères qui va être compliquée. Dis-toi juste ça comme ça. Rassure-toi qu'il n'y a rien de... Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien d'impossible à mémoriser. Surtout encore en secondaire et même encore à l'université. C'est pas un code de calcul de réaction nucléaire hyper compliqué que tu dois mémoriser. Même ça, non, on mémorise. Hein. On mémorise des équations, des calculs de fission, des trucs comme ça. C'est pas compliqué. Ensuite, quelques petits exemples et la conclusion. Voilà, je vais regarder ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut savoir calculer des intégrales. Donc, théorème fondamental du calcul intégral. L'intégrale d'une fonction f de x de a à b, c'est égal à la primitive de f de b moins de a. C'est un peu dommage de commencer par ça, sachant que je ne sais même pas encore faire une primitive. Donc, ensuite, je t'apprends à faire des primitifs. La primitive de x puissance n, c'est tu augmentes la puissance d'1, je divise par la nouvelle puissance. Ok, application x, j'augmente 1, j'augmente puissance 2 de 1, ça fait 3, divise par 3. Non, ici, l'intégration, c'est l'opposé de la dérivation. Pas exactement, parce qu'on dit souvent que, ok, l'intégration, c'est l'opposé de la dérivation. Et souvent, on pense que quand je vais dériver ici, je vais intégrer x au carré, j'aurai x puissance 3, divisé par 2. Non. C'est pas vraiment l'opposé parfait possible, mais c'est vrai que quand tu dérives l'intégrale d'une fonction, tu retrouves la fonction. Ouais. Donc l'intégrale de signe cette fois-ci c'est moins cos. S'il y a a, j'ai mis un peu le a pour un peu challenger la compréhension. Tu vas faire moins 1 sur a. Si c'était la dérivée, tu aurais plutôt a fois cos de ax. Et si tu as moins 1 sur a, cos de ax, c'est vraiment l'opposé dans tout. Pas exactement, mais bon, pas vraiment, pas opposé, on va dire comme ça. Tu vois que ce qui change, c'est l'intégrale de 1 sur x ne te redonne pas ln de x. Non, attends, qu'est-ce que j'ai dit ici? Oui, ça te redonne ln de x. Qu'est-ce qui ne redonne pas ln de x? C'était où le problème? Oui, juste que l'intégrale de 1 sur x, tu vas pas appliquer ça. Quand j'ai mis cette formule, je dois bien spécifier que ça ne marche pas. J'ai dit, ça marche pas pour x égale à n-1. Parce que quand 1 vaut moins 1, bah, c'est plutôt ln. Voilà, ce qui change un peu. C'est tout. Ici, grosse faute, il y a un ln. Ça, c'est qui a fait ça? Je sais pas qui a fait ça, mais ça m'a l'air super faux, ce calcul-ci. J'ai pas le temps de vérifier, mais je sais pas pourquoi ça m'a l'air faux. Normalement, c'est censé être ln, je sais pas. Mais bon, passons. Intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, bon, c'est arctangent, on a vu ça tout à l'heure. Et si je mets 3 ici, à l'intérieur, ici, j'applique ça. Bon, ici, quelques règles d'intégration qui sont super importantes à connaître. La plupart du temps, les intégrales à l'examen d'admission, j'ai fait un paquet de vidéos là-dessus. Il y a plein de vidéos de calcul intégral. Je vais t'entraîner sur les intégrales. Ma chaîne est faite pour ça. J'ai fait, je sais pas, plus de 10 vidéos sur des calculs intégrales. J'en ai fait tellement. Je pense vraiment, c'est le sujet que je veux le plus traiter, le calcul intégral. Je pense que je vais faire des vidéos là-dessus parce que j'ai vraiment étalé toutes les méthodes possibles. J'ai même fait 2 vidéos où je te montre tout ce qu'il y a à connaître sur le calcul intégral. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Non, ok, on sait calculer les intégrales, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement avec? Bon, on peut calculer des aires, on peut calculer l'aire sur une courbe. Bon, je vais te rassurer que depuis que j'ai commencé mes études, le calcul intégral me sert très peu à faire des aires. L'intégration, en réalité, il faut plutôt voir ça en fait comme une somme. C'est vrai qu'une aire c'est une somme, parce que l'aire c'est la somme de petits segments sur une courbe. Mais l'intégrale en soi, pour donner un sens mathématique et physique, c'est comme une somme ou une combinaison d'éléments sur un volume, sur une distance, sur une longueur. Bien voir ça comme une somme. Et une somme en physique, ça prend tellement de sens. Tu peux accumuler, tu peux faire la somme des forces, tu peux faire la somme des vitesses, tu peux faire la somme d'une contribution sur une distance, sur une vitesse. Ça prend vraiment tout un sens de savoir que l'intégrale c'est une somme. Il faut bien comprendre ça. Et intégration, ça veut dire somme d'une fonction sur des éléments infinitésimaux. C'est
super important de comprendre ça. Parce que dès que tu débloques ce sens physique, tu n'as plus du tout peur des intégrales. Tu comprends qu'en fait, quand je vois une intégrale, on va ça veut dire que je fais la somme de quelque chose sur quoi? Sur dx. Ça peut être un volume, une distance, une hypersphère, tout l'espace, une dimension infinie, ce que tu veux, mais c'est une somme et rien d'autre. Et quand tu vois ça comme une somme et rien que ça, bah la complexité, mentalement ça disparaît. C'est vrai que faire les calculs des intégrales c'est super chaud, mais mentalement tu relativises un peu par rapport à ça. On peut calculer des aires, on peut calculer des volumes de révolution, ça c'est la formule super importante pour l'examen. Selon un axe dx par exemple, suivant une vecteur, je vais pas relire ça, mais tu vas relire posément. Tu veux savoir que on peut calculer le volume de révolution, ça peut être une question. Calcule le volume de révolution de cette fonction autour de cette droite ou de cette courbe. Et là tu as la formule autour de l'axe y. Donc autour de l'axe x et l'axe y ça change un peu. Faut bien prendre note de ça. Si la fonction de base c'était une fonction qui dépendait de x bien sûr, si tu prends le volume de révolution autour de l'axe y ça change un peu, c'est tout l'inverse de la fonction. Tu dois aller calculer l'inverse de la fonction si elle existe bien sûr, parce que l'inverse d'une fonction n'existe pas nécessairement. Tu vas l'apprendre en troisième année d'études, même si tu fais physique, hein, tu vas voir que il y a une condition nécessaire pour calculer l'inverse d'une fonction, elle n'existe pas nécessairement. Donc tu peux avoir un volume de révolution autour de l'axe x mais pas forcément autour de l'axe y. Ça c'est intéressant à noter. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ici j'ai mis des techniques d'intégration, je pense. Changement de variable, méthode d'intégration. Changement de variable, la base, c'est vraiment le classique. Savoir changer de variable pour simplifier. Non, changement de variable, généralement, tu l'appliques quand tu arrives à trouver des relations dans ta fonction qui simplifient le problème. Donc, disons, tu as une fonction numérateur, une fonction dénominateur. Tu vois que les deux sont proches. Tu dis, et si je passais par une variable commune qui me permet de rendre les deux expressions beaucoup plus simples? Donc, changement de variable, ça te permet de faire une simplicité. Si tu as déjà remarqué quelque chose de semblable dans ton équation, est-ce que je peux transformer la variable si une variable plus petite, plus simple? Tu peux l'appliquer, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a un lien mathématique, par exemple, souvent avec les fonctions trigonométriques? Il y a des liens entre elles, parce qu'ils sont reliés par plein de propriétés, je sais pas, sin au carré plus cos au carré est égal à 1, sin de 2x c'est 2 sin de x, quoi, cos de x, des trucs comme ça. Ils sont reliés par des propriétés qui facilitent encore plus la simplification. Mais quand tu fais un changement de variable, tu dois tout le temps faire ce qu'on appelle une dérivation implicite, où tu poses que u vaut g de x, alors de u vaut g' de x de x. Un exemple, c'est si par exemple je fais un changement de variable, je vais poser u de 1 plus x, je vais dériver implicitement, dérivé de u du, dérivé de 1, dérivé de 2x de x dx. Ensuite, on a l'incontournable, la formule classique, l'ultime formule, le cadeau divin qui est l'intégration par partie, ce qui me permet d'intégrer deux fonctions. L'intégration par partie, c'est un truc qui revient souvent bizarrement, genre en maths. Même, rassurez-vous, hein, moi je fais encore des intégrations comme ça, même en quatrième année d'études d'ingénieur, on retombe sur des problèmes où on dit, ah, cette fonction, si on peut faire ça par partie. C'est vrai que la plupart des fonctions, c'est pas les intégrer, même avec des méthodes plus sophistiquées. On passe pas des trucs numériques, mais c'est souvent un peu drôle de retomber avec ça, sachant que j'ai appris ça en cinquième année, quatrième année secondaire, tu vois, même 4 ans plus tard, tu vas encore l'appliquer probablement. Non, si tu as l'intégrale de uv', tu sais que c'est uv de x moins v u de x. Donc, un petit conseil sur ce point, c'est le choix de u et de v n'est pas quelconque. Donc, généralement, on va prendre le v ou v' tel que quand on va l'intégrer, sa complexité ne va soit pas augmenter, soit diminuer. Donc, généralement, pour le v', moi, j'aime bien prendre des fonctions trigonométriques ou des fonctions exponentielles, par exemple. Parce que je sais que si j'intègre e de x, ça reste e de x, je suis content. Si j'intègre cos, ça reste sin, bah, je suis content parce que c'est pas pire. Mais si je veux intégrer x au carré, je retrouve x au cube divisé par 3. C'est encore beaucoup plus compliqué. Pourtant, si j'avais pris u de x d'être égal à x au carré et que je dérivais, parce que u, on va le dériver,
Donc si je dérive x au carré, j'obtiens quoi? 2x, ce qui est beaucoup plus simple. Donc je ne vais pas prendre u et v de x n'importe comment. Si tu as par exemple l'intégrale de x au carré exponentielle de x, tu vas d'office prendre u d'être égal à x au carré et v' d'être égal à exponentielle de x. Si tu fais l'inverse, tu vas jamais résoudre le problème. Parce que l'intégrale que tu auras ici sera beaucoup plus compliqué. Tu vas encore appliquer par partie, beaucoup plus compliqué, encore beaucoup plus compliqué, encore et encore, encore. Et ça va jamais se terminer. Et généralement, quand tu as l'intégrale de e de x avec cos de x ou sin de x, généralement tu dois faire ça genre tu dois faire par partie 2 fois et prendre le membre de gauche, comme ça, remettre à droite, additionner et diviser par le coefficient des fois 2. Des fois même tu dois faire 3 fois. Je pense qu'il y a une vidéo où on a fait par partie, je pense 3 fois, avant de retrouver la bonne solution. Donc, des fois, n'aie pas peur. Si tu as bien choisi ton u et ton v en suivant la règle de priorité exponentielle, trigonométrie, polynôme, rassure-toi que si tu as ça à l'examen, d'office, tu auras une solution. Si tu as suivi cette règle. Des fois, il faut faire ça 1 ou 2 ou 3 fois. Ensuite, décomposition en fractions simples ou partielles. Ça, c'est aussi super important parce que des fois, tu as des bases qui sont compliquées, tu dois décomposer en petits morceaux avant d'appliquer soit l'intégrale avec les ln, soit avec des puissances de x, ou soit même peut-être par partie, ou même par changement de variable. Donc quand tu as une base qui est polynomiale avec un polynôme élevé, tu peux tout décomposer en fractions simples. Et j'ai fait toute une vidéo sur comment décomposer en fractions simples. Soit tu peux appliquer une division euclidienne, mais c'est un peu long. Il y a plein de méthodes sophistiquées. Et je pense que j'en ai montré un peu deux. Une qui est changement secondaire et l'autre que j'ai appris plus tard à l'université. Je sais même pas, pourtant c'est un truc qui est basique. Hein. On ne sait pas. Il y a plein de méthodes de décomposition. Et même ce que je propose, il y en a encore plus. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup plus en ligne sur Internet. Donc n'hésite pas de te renseigner sur décomposition des fractions en fractions simples. En anglais, c'est partial fraction decomposition. Tu pourras peut-être trouver des vidéos plus bonnes que les miennes pour aborder ça. Après, j'ai mis quelques applications. Et oui, aussi que voilà, quelques généralisations que je trouve assez élégantes. Si tu fais l'intégrale de f de... Ouh, il y a une giga faute ici. Ici, c'est prime. Ici c'est f de x. Non, f' de x divisé par f de x. C'est ln de f de x plus c. Super important. Si tu sais faire ça à l'examen, tu avances rapidement. L'intégrale de f de x avec f' de x, ça donne ça. Et c'est que des changements de variables parce que je peux changer ça. Changer un changement de variable. C'est que des changements de variables en fait. Mais si tu vois ça comme ça, de façon plus générale, tu peux aller beaucoup plus vite. Donc il y a ça et il y a ça. Que je trouve ça, je sais pas où j'ai pioché ça, mais ça c'est correct. J'ai dû rencontrer ça durant l'un de mes problèmes et j'ai vu qu'en fait ça on peut appliquer ça, ça marche très bien. Donc ça c'est super aussi. Donc à la fin, là on est à je pense 25 minutes, hein, on va accélérer un peu. On va aller à la fin, étude de fonction. Voilà. Étude de fonction, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Calculer le domaine d'une fonction, il y a deux cas particuliers. Dans le cas de la racine carrée ou ce qui est à l'intérieur, on appelle ça sur le radicand, je sais pas. Donc c'est positif. Une fraction, le dénominateur doit être différent de 0. Et à base de ces deux équations, tu dois juste résoudre l'une de ces deux. Tu n'as pas forcément les deux, mais généralement c'est un truc compliqué. Tu dois résoudre cette équation et à la fin tu auras des solutions que tu vas soit accepter, dans ce cas-ci, prendre que des solutions qui vont satisfaire ça, ou soit rejeter toutes les solutions qui vont satisfaire cette non-égalité. Tu dois connaître la parité d'une fonction. Une fonction est paire si quand tu remplaces x par moins x dans la fonction, tu retrouves f de x, ou impair quand tu remplaces x par moins x, tu retrouves moins f de x. Savoir calculer les asymptotes, donc asymptote horizontale, définie par ça, c'est la valeur de... C'est horizontal, donc c'est l'équation y est égale à L, tel que L c'est la valeur quand la limite de f de x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini. L'asymptote verticale c'est la droite x égale à A. Si quand x tend vers A, plus ou moins c'est de la gauche vers la droite, tu obtiens plus ou moins l'infini. Ou alors la limite de la valeur absolue de f de x quand x tend vers l'infini égale à l'infini. Je sais pas d'où j'ai pioché ça, mais cette seconde définition elle marche aussi très bien pour t'éviter des fois de faire de la limite de la gauche ou de la droite. Voilà, c'est un petit coup de pouce. Et là, tu as ton asymptote. Et tu peux aussi asymptote oblique.
c'est qu'on oublie. Je sais pas pourquoi souvent il y a plein de personnes qui oublient l'asymptote oblique. Moi ici je définis l'asymptote oblique comme l'équation d'une droite, mais je précise bien, ce n'est pas qu'une droite. L'asymptote oblique, c'est une fonction qui peut être en plus du second degré, troisième degré, même plus, mais en secondaire, vous restez aux asymptotes obliques du premier ordre, c'est-à-dire une droite, où tu as, qui est l'équation de la droite mx plus p. Comment on calcule le m et le p? Ce que j'ai mis, comment est-ce qu'on calcule ça? On se rappelle. Bon, j'ai pas mis. Dommage pour moi. Bon, cette définition n'est pas complète. Je pense dans ma vidéo précédente sur l'analyse des fonctions, il y a une de mes vidéos, je pense la plus récente, où je te montre comment calculer une asymptote oblique, comment calculer le m et le p. Et si c'est pas, j'ai pas mis, il n'est pas là, ou alors même dans le document, même dans la synthèse du cours d'analyse qui est disponible sur mon site web, il y a un peu plus de détails par rapport à tout ce que j'ai vu. Dans la continuité en un point, une fonction est contenue en un point si, quand la limite de f de x, quand x tend vers plus ou moins a, quand ça tend vers plus ou moins, de la gauche vers la droite également, donc de la gauche de la droite, et ça c'est égal à f de a. Donc la continuité sur un intervalle, c'est ce que j'ai mis ici. Donc continue en un point, oui, tu peux être continu en un point, tu peux aussi être continu sur un intervalle, mais si tu discontinues, forcément c'est en un point, donc c'est pas très juste de dire continuité sur un intervalle. Calcul de minimum et calcul de maximum et minimum, c'est ce qu'on a vu. Tableau de variation, c'est tout simplement tu regardes l'évolution des différentes dérivées en différents points et tu calcules les points critiques, c'est tout. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à connaître sur l'analyse, en passant par le calcul différentiel, le calcul intégral et l'étude de fonctions. Ces différents documents sont disponibles sur mon site web. Comment retrouver mon site web? C'est simple. Tu te rends sur Google, tu tapes Polytech School, comme ça, pas maintenant, et c'est ça. Le site web avec le même logo que ma chaîne YouTube, avec la plateforme numéro 1 pour progresser en maths, nanana. Donc ça charge, Polytech School. Et tu viens sur la section maths, tu descends ici et tu vas cliquer sur, il y a 3 sections, il y a cours et exercices de niveau de maths niveau secondaire à l'université. Donc c'est les cours en maths pour tous les niveaux du secondaire à l'université. Et il y a la section dédiée pour l'examen d'admission en Polytech, tu peux aller vers le lien. Et là tu vas trouver synthèse ici, je sais pas d'où ça m'a dirigé. Bon, comme je suis dans mon drive, mais normalement, tu vas arriver ici. Tu vas d'abord demander l'accès et à cours complet d'algèbre, cours complet analyse, cours complet géométrie, cours complet trigo, fiche de révision analyse, et tu vas voir fiche de révision dérivée, intégrale et fonctions. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas de me dire en commentaire si tu avais des remarques. Bon, j'ai fait quelques fautes. On a vu les fautes ensemble. Peut-être il y en a d'autres. Je suis pas suffisamment vigilant. L'erreur est humaine. Si tu as des suggestions de vidéos, tu peux quand même me le dire. Comme l'examen d'admission commence le 6, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de faire un review un peu de tout ce qu'il y a à voir, parce que c'est pas en 2 jours que tu vas apprendre encore beaucoup plus d'exos. Dans 2 jours, concentre-toi plus sur le review général. Pourquoi est-ce que c'est important de faire un review général? Ça permet à ton cerveau de se rassurer de sa compréhension. C'est souvent important de rassurer ton cerveau qu'il a bien compris, de confirmer ta connaissance. Tu confirmes ta connaissance en prenant un bout de papier, en écrivant tout ce que tu sais. Parce que des fois, on connaît des choses, mais je sais pas pourquoi on ne les note pas. C'est souvent important de noter que je connais ça, je connais ça, je connais ça. Tu vas confirmer à ton cerveau la connaissance que tu as déjà. Ça va valider en fait la croyance que voilà, je peux le faire, je sais le faire, je connais ça. Et quand tu seras en plein examen, tu seras en train de faire un calcul intégral avec des ln, des fractions, tu vas te dire, mais attends, je sais le faire, j'ai déjà fait ça, je sais que je peux le faire. Et là, tu vas le faire, tu vois. C'est en fait ça, c'est mental, hein, c'est ici. Comme le grand philosophe Naval le dit, commence par changer ça. C'était Djibril, salut.